Bonjour et bienvenue dans ce cours de raisonnement et argumentation. Aujourd'hui, on va voir vraiment les fondamentaux de l'épreuve. Par là, j'entends pas le type de question, mais plutôt quels sont les fondements du raisonnement logique qui est nécessaire de connaître pour pouvoir traiter les questions. Alors, ça se base principalement sur la logique aristotélicienne, c'est-à-dire la logique développée par Aristote dans l'Antiquité grecque. Et ensuite, on va voir ce qui découle de cette logique, c'est-à-dire tout ce qui est connecteur logique et syllogisme. Alors ce cours fait partie du programme gratuit de Bachelottage Mage, qui comporte une 50aine de cours, non seulement pour le raisonnement argumentation, mais aussi pour tous les sous-tests du Tage Mage, 6 tests blancs complets et corrigés, et des milliers d'exercices. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Donc je vous l'ai dit, tout d'abord, on va parler de raisonnement logique. On va prendre un exemple pour voir quels sont les grands biais du raisonnement logique quand on n'en connaît pas les fondements. Voici un exemple d'exercice tel qu'on pourrait l'avoir en raisonnement argumentation. Un buraliste vend des journaux, des boissons, des cigarettes et des jeux à gratter. Il est interdit de vendre des cigarettes ou des jeux à gratter aux moins de 18 ans. On connaît les informations suivantes à propos des 5 premiers clients du matin. Le premier client était un garçon de 15 ans. Le deuxième client a acheté un journal et une bière. Le troisième client a acheté un paquet de cigarettes et un soda. Le quatrième client était une femme de 30 ans. Et le cinquième client a acheté des jeux à gratter et une cartouche de cigarettes. Sur combien de clients avons-nous besoin d'informations supplémentaires afin de déterminer si le buraliste respecte bien la réglementation? Alors, en fait, la réglementation, c'est quoi? C'est si quelqu'un a moins de 18 ans, alors il ne doit acheter ni cigarette ni jeu à gratter. Et en fait, de cette première information-là, cette règle, on peut en tirer 4. Basiquement, on peut en tirer 4. De tête, comme ça, on va essayer d'en tirer un maximum. Mais peut-être qu'il y en aura qui sont fausses. Bon, moins de 18 ans, ni cigarette, ni jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire d'abord que si quelqu'un a plus de 18 ans, il achète des cigarettes et des jeux à gratter. On pourrait se dire aussi que si quelqu'un n'achète ni cigarettes ni jeu, alors ça veut dire qu'il a moins de 18 ans. Et enfin que si quelqu'un achète des cigarettes ou des jeux, alors il a plus de 18 ans. D'accord? C'est 4 règles, 4 façons de reformuler cette première information qui dit quand on a moins de 18 ans, on peut acheter ni cigarettes ni jeux à gratter. Alors parmi ces 4 propositions, évidemment la première est vraie, c'est la règle qu'on a donnée dès le début. Il y en a une deuxième qui est vraie, c'est ce qu'on appelle la contraposée. On verra ça un petit peu plus tard, mais c'est que si A implique B, alors non B implique non A. Autrement dit, B c'est le client n'achète ni cigarette ni jeu, d'accord? Donc non B, l'inverse de B, c'est le client achète des cigarettes ou des jeux. Ok? Et moins de 18 ans, l'inverse c'est plus de 18 ans. Autrement dit, la contraposée de si quelqu'un a moins de 18 ans, alors il achète ni cigarettes ni jeux, c'est si quelqu'un achète des cigarettes ou des jeux, alors il a plus de 18 ans. Donc ça c'est vrai, c'est la contraposée. Alors qu'en est-il des 2 règles qui restent? Si un client a plus de 18 ans, alors il achète des cigarettes ou des jeux. Qu'est-ce que c'est ça? Plus de 18 ans, on est bien d'accord que c'est l'inverse de moins de 18 ans. Donc c'est non A qui impliquerait quoi? Qui impliquerait cigarette et jeu, c'est-à-dire l'inverse de ni cigarette ni jeu. Donc non A implique non B. Et ensuite, ni cigarette ni jeu implique moins de 18 ans. Ni cigarette ni jeu, c'est bien ce qu'on avait trouvé ici, donc c'est B. Et
moins de 18 ans, c'est bien ce qu'on avait ici, donc c'est A. B implique A. Okay. Ces deux types de conclusions-là, on le reverra plus tard, sont absolument pas valables, d'accord? Ici, c'est parfaitement logique. C'est pas parce qu'un client est majeur qu'il achète forcément des cigarettes ou des jeux à gratter. Un client majeur peut bien venir et prendre un soda ou un journal. Alors, quel type d'argumentation on a utilisé ici? On a utilisé ce qu'on appelle une négation de l'antécédent et qui est totalement invalide. Et enfin, ni cigarette ni jeu, alors un client a moins de 18 ans, eh bien c'est pareil. Imaginons qu'un client ait acheté un journal, c'est pas pour autant qu'il ait moins de 18 ans. Pareil, c'est une conclusion qu'on ne peut pas tirer, c'est une affirmation du conséquent. Ça paraît plutôt logique ici quand on parle d'un problème de la vie courante, mais si j'étais en train de vous parler de nombres ou même de règles juridiques complexes, vous auriez beaucoup plus de mal à trouver quelles sont les règles valables et non valables. C'est pour ça que vous allez bien retenir ça, c'est que seule la contraposée, donc non B implique non A, est une règle valable de manière générale. Alors maintenant, prenons les clients et demandons-nous si on a besoin de plus d'informations à propos de chacun d'entre eux. Le premier client était un garçon de 15 ans. Est-ce qu'on a besoin d'informations pour savoir si le buraliste respecte la loi? Oui, il faut savoir si ce client de 15 ans a acheté ou non des cigarettes et des jeux. Donc on a besoin de plus d'informations sur lui. Ça nous fait 1. Le deuxième client a acheté un journal et une bière. Alors ici, évidemment, petit piège. C'est que, basiquement, vous allez vous dire, ah oui, l'alcool aussi, c'est plus de 18 ans. Non, à aucun moment on en parle dans l'énoncé. On nous dit que ce sont les cigarettes et les jeux à gratter qui sont interdits aux moins de 18 ans. Donc, pour acheter un journal, pas de limitation d'âge. Pour acheter une bière, pas de limitation d'âge. On n'a pas besoin d'informations sur ce deuxième client. Le troisième client a acheté un paquet de cigarettes et un soda. Alors là, oui, en effet, par cette règle-là, on est obligé d'avoir une information sur lui, c'est-à-dire son âge, pour savoir s'il avait le droit d'acheter des cigarettes. Donc on a besoin d'informations sur 2 clients. Le quatrième client était une femme de 30 ans. Si elle a 30 ans, elle achète ce qu'elle veut. Elle achète des cigarettes ou pas, elle achète des jeux à gratter ou pas. Donc non, on n'a pas besoin d'informations sur cette cliente-là. Et enfin, le cinquième client a acheté des jeux à gratter et une cartouche de cigarettes. Alors en effet, s'il a acheté une cartouche de cigarettes, il faut qu'on sache s'il est mineur ou majeur. On a besoin donc d'informations au total sur 3 clients, réponse C. Donc tout ça c'est fondé sur la logique aristotélicienne. Logique aristotélicienne, il y a 3 principes de base qu'on va prendre pour tous les exercices. C'est d'abord le principe d'identité, ce qui trivialement veut dire que ce que je dis est vrai. Si je dis qu'une lampe est allumée, alors elle est allumée, et on ne va jamais le remettre en question. C'est un principe qui est au fondement même de pas mal de modes de raisonnement, notamment des mathématiques. 1 plus 1 égale 2, voilà, c'est vrai. On ne le remet jamais en question. Et c'est fondamental pour que tout le système qui tourne autour marche. Le deuxième, c'est le principe de non-contradiction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois dans un état et dans un état contraire. Si la lampe est allumée, je reprends cet exemple-là, alors elle ne peut pas être éteinte. Si la lampe est éteinte, elle ne peut pas être allumée. Bon, ces 2 principes-là étaient plutôt simples, mais le troisième est vraiment celui qu'il va falloir garder à l'esprit, parce qu'il n'est pas forcément vrai dans la vie réelle, mais il va être vrai dans les problèmes de raisonnement. C'est le principe qu'on appelle du tiers exclu, qui veut dire qu'entre l'état A et l'état non A, autrement dit entre la lampe et la lampe éteinte, la lampe allumée et la lampe éteinte, il n'y a pas d'état intermédiaire, d'accord? La lampe est soit allumée, A, soit elle est éteinte, non A. Elle ne peut pas être partiellement allumée, elle ne peut pas être allumée une partie du temps. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Il y a soit la totalité, soit l'absence. C'est A ou non A, 100% ou 0%, noir ou blanc. Il n'y a jamais d'état intermédiaire dans ce genre de problème. En partant de ce postulat-là, Aristote va nous donner 4 connecteurs logiques qui nous permettent de mettre en place un système de raisonnement. Ces 4 connecteurs logiques, c'est non, ou, et implique. Alors non, c'est ce qu'on va noter avec une barre au-dessus, d'accord? Non A, c'est A, et on note une barre au-dessus. A ou B, d'accord? On va noter ça avec une sorte de U.
A et B, on va tout simplement inverser ce U un peu comme un M minuscule, et implique, ce sera une simple flèche. A, flèche B, ça veut dire A implique B. Alors, qu'est-ce que c'est que chacun de ces opérateurs et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bon, A et non A, c'est plutôt simple. Si A est vrai, alors non A est faux. Si la lampe est allumée est vrai, alors la lampe est éteinte est faux. Et de la même manière, si A est faux, A bar est vrai. Ou est un opérateur plutôt compliqué pour nous parce qu'on n'est pas habitué à utiliser le terme dans ce sens-là. Ou, c'est ce qu'on va appeler un ou inclusif. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas soit A, soit B, mais ça peut être A, ou alors B, ou alors A et B à la fois. Autrement dit, c'est quoi? C'est si A est vrai et B est faux, on est bien d'accord que A ou B est vrai. De la même manière, si A est faux et B est vrai, A ou B, c'est vrai. Toujours d'une manière simple, si A est faux et B est faux, alors A ou B est faux. Mais ce que je vais noter d'une couleur différente, parce que c'est vraiment important, et c'est celui sur lequel vous vous trompez très régulièrement, c'est si les deux sont vrais à la fois. Donc A est vrai et B est vrai, alors A ou B est vrai. D'accord? Et ça, c'est très important. C'est parce qu'on utilise un ou inclusif et pas un ou exclusif. Et ça ne vous pose pas seulement problème en raisonnement argumentation, c'est aussi un des gros pièges fréquents en conditions minimales. Donc c'est pour ça que c'est bien à garder à l'esprit. L'opérateur et, il y a moins d'ambiguïté par contre, parce que on se doute bien que les deux conditions doivent être réunies pour que A et B ce soit vrai. Autrement dit, si A est vrai et B est faux, alors A et B est faux. Si A est faux et B est vrai, A et B est faux. Si les deux, A comme B, sont faux, alors A et B, c'est faux. Le seul cas dans lequel A et B, ça va être vrai, c'est si A est vrai et B est vrai. Seul cas où A et B va être vrai. Et enfin, dernier opérateur, A implique B. Alors là, on est dans un cas un petit peu plus compliqué. On a parlé tout à l'heure de la contraposée, d'accord? C'est-à-dire que A et B, qu'est-ce que c'est? A implique B, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que non B implique non A. Mais ça implique aussi deux autres choses qui sont plus compliquées à cerner. A implique B, ça veut dire que A et non B est toujours faux. Alors, on va prendre un exemple simple. Pour passer les barrières, il faut payer le péage. Passer les barrières implique d'avoir payé le péage. Donc passer les barrières, c'est A, et payer le péage, c'est B. Qu'est-ce que ça veut dire A et non B? Ça veut dire j'ai passé les barrières, mais je n'ai pas payé le péage. C'est forcément toujours faux. Et la deuxième relation de ce type qu'on va tirer de A implique B, c'est non A ou B est toujours vrai. Autrement dit, soit je n'ai pas passé les barrières de péage, soit j'ai payé le péage, mais en tout cas, une de ces deux informations est toujours vraie. Et ces deux relations-là, il faut bien essayer de se les imprégner, de se les mettre dans la tête, parce qu'elles sont compliquées, elles ne sont pas évidentes, elles ne reviennent pas facilement, mais beaucoup d'exercices vont être basés là-dessus. Donc quand A implique B, A et non B, c'est toujours faux,
et non A ou B, c'est toujours vrai. Une autre façon de voir les implications, si vous êtes plus coutumier des diagrammes de Venn, qu'on reverra d'ailleurs dans le cours suivant sur les visualisations, c'est de s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire que A implique B. A implique B, si on dessine un petit cercle qui représente A, alors tous les éléments qui sont dans ce petit cercle-là, ils vont être dans un plus grand cercle qui est B, vu que A implique B. Et alors sur nos deux relations qui étaient un petit peu compliquées à voir, c'est-à-dire que A et non B est toujours faux, et que non A ou B est toujours vrai, on peut le représenter d'une manière graphique assez simplement. A et non B est toujours faux. Ben oui, parce que regardez, si je mets un point qui est A, je peux le mettre n'importe où ici, mais il sera toujours dans B. Donc A et non B, c'est impossible de le construire. Et deuxième point, non A ou B est toujours vrai. Pourquoi? Ben parce que, bon, ici il n'est pas très compliqué, actuellement on a 3 positions où on peut mettre des points, des individus. Et regardez, dans ces 3 différents cas, ben, non A ou B est toujours vrai. Parce que regardez ici, il est quoi? Il est A et B. Donc non A ou B est vrai parce qu'il est B. Ici, il est non A et B. Alors non A ou B est vrai. Et ici, il est non A et non B. Donc non A ou B, c'est également vrai. Donc dès qu'on a une implication, cette deuxième relation, qui est sans doute la plus importante, parce que c'est celle que les candidats retiennent le moins souvent, A bar ou B est toujours vrai, on peut largement la voir sur ce graphique. Maintenant, on va chercher à associer ces connecteurs. Premier cas, on peut associer OU et E. On peut le faire de deux façons. On peut dire A et B ou C, ou alors inversement A ou B et C. A et B ou C, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne A et B ou A et C. Inversement, A ou B et C, ça va nous donner A ou B et A ou C. Prenons deux exemples peut-être plus simples. Si je dis, pour le premier, dans cette entreprise, tous les salariés ont un badge et une place de parking ou un abonnement de taxi, ça veut dire que dans cette entreprise, tous les salariés ont un badge et une place de parking, ou un badge et un abonnement de taxi. Et ici, sur le deuxième cas, A ou B, C, si je dis dans cet hôtel, toutes les chambres ont vue sur mer ou la télévision et le téléphone, ça veut dire que dans cet hôtel, toutes les chambres ont vue sur mer ou la télévision et vue sur mer ou le téléphone. Ça va nous être utile dans pas mal de problèmes. L'autre connecteur qu'on peut chercher à associer, c'est le connecteur non. D'accord? Le connecteur non, on va chercher à l'associer avec ou, avec et avec implique. Donc, le cas de non et ou. On a donc A ou B qu'on va chercher à nier. Le cas de non et, on a A et B qu'on va chercher à nier. Et enfin, le cas de A implique B, on va chercher à nier A implique B. Autrement dit, on va faire non A implique B. Alors, A ou B. Comment nier A ou B? Eh bien, vous avez vu que A ou B était vrai dans 3 cas et faux dans un seul cas. Dans le cas où A était faux et B était faux. Autrement dit, non A ou B, c'est A, non A et non B. D'accord? Si je dis toutes les chambres n'ont pas de sèche-serviette ou de baignoire, ça veut dire que toutes les chambres n'ont
pas de sèche-serviette et ils n'ont pas de baignoire. Autrement dit, ils n'ont ni sèche-serviette ni baignoire, pour rester dans notre système hôtelier. Si je cherche maintenant à nier A et B, la négation de A et B, c'est non A ou non B. Ça vient aussi de l'analyse de ces connecteurs qu'on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire que A et B n'étaient vrais que dans un seul cas, autrement dit faux dans les trois autres. Si je dis par exemple, la chambre n'a pas la télévision et le téléphone. Et ça veut dire que la chambre soit n'a pas la télévision, ou la chambre n'a pas le téléphone. Dès qu'elle n'a pas un des deux, alors elle n'a pas les deux. Alors, sans doute la plus compliquée des trois. Comment faire la négation de A implique B? Alors, il n'y en a pas de base, fondamentalement, qui nous vient à l'esprit. Pour pouvoir en trouver une, il faut revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que si A implique B, alors non A ou B est toujours vrai. D'accord? Donc au fond, dire non A implique B, c'est dire non A ou B. Vu que A implique B, on peut le remplacer par non A ou B. Et maintenant, on va réappliquer ce qu'on a fait tout au départ pour faire la négation de A ou B, qui est non A et non B. Eh bien, ici, ça nous donne non A et non B. Non A et non B, autrement dit, A et B, et non B, parce que, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'état intermédiaire, et une chose est forcément dans un état ou dans un autre, donc non A, ça veut dire A. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est sans doute la plus compliquée à saisir et surtout à retenir. C'est que par exemple, si on nous demande de nier « j'organise un barbecue tous les dimanches », autrement dit, dimanche implique barbecue, on peut être tenté de dire que pour pouvoir nier ça, il faut que j'organise un barbecue un jeudi, il faut que je n'organise pas un dimanche, je n'organise pas un barbecue un dimanche, etc. Bon. Et on va vite s'embrouiller avec ça. La seule chose à se rappeler, c'est ça. Pour nier A implique B, il suffit de dire qu'il existe un cas dans lequel on trouve A et non B. Et dans lequel on trouve A et non B, ça voudrait dire ici, nous sommes dimanche et je n'organise pas de barbecue. C'est suffisant pour le nier et c'est strictement suffisant. On n'a besoin d'aucune information supplémentaire. Alors on va prendre un petit exemple autour de ces problèmes. Le jeudi, je vais au cinéma ou au théâtre. Je ne suis pas allé au cinéma hier. Que peut-on en conclure? Jeudi, je vais au cinéma ou au théâtre. Donc, jeudi implique cinéma ou théâtre. Qu'est-ce que on peut tirer de cette expression-là? Bien, au niveau de l'implication, on peut tirer la contraposée. Si jeudi implique cinéma ou théâtre, ça veut dire que cinéma ou théâtre, bar, non cinéma ou théâtre, implique qu'on n'est pas jeudi. Et qu'est-ce que c'est? C'est C ou T bar. Qu'est-ce que c'est C ou T bar? C ou T bar, c'est C bar et T bar. Autrement dit, la seule chose logique qu'on peut tirer de cette relation, si c'est jeudi, alors je vais au cinéma ou je vais au théâtre, c'est si je ne suis pas allé au cinéma et je ne suis pas allé au théâtre, alors nous ne sommes pas jeudi. Ici, on sait que je ne suis pas allé au cinéma. Ce n'est pas suffisant pour conclure si on est jeudi, ou même si on est un autre jour de la semaine. Donc, nous sommes vendredi, on ne peut pas le conclure. Nous sommes jeudi, on ne peut pas le conclure. Nous ne sommes pas jeudi, on ne peut pas le conclure. Nous ne sommes pas vendredi, on ne peut pas le conclure. En fait, on ne peut rien conclure du fait de savoir si je suis allé au cinéma ou pas. Alors, nous ne sommes peut-être vendredi. Oui, c'est une conclusion dans le sens où peut-être nous sommes vendredi, il n'y a aucune conclusion là-dedans, on n'affirme rien, c'est la seule conclusion qu'on pouvait tirer parmi les 5. Réponse C. Ensuite, quand j'ai pris un petit déjeuner et que je me suis levé après 10 heures, je suis de bonne humeur. Je ne suis pas de bonne humeur, que peut-on en conclure? Alors, on va noter
D, j'ai pris un petit déjeuner. T, je me suis levé après 10 heures. Et H, je suis de bonne humeur. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que petit déjeuner et lever après 10 heures implique bonne humeur. Donc D et T impliquent H. C'est quoi la contraposée? C'est que H bar, donc je ne suis pas de bonne humeur, implique D et T bar. Et on l'a vu tout à l'heure. D et T bar, c'est quoi? C'est D bar ou T bar. Autrement dit, si je ne suis pas de bonne humeur, c'est soit que je n'ai pas pris de petit déjeuner, soit que je me suis levé trop tôt, soit les deux. Alors, je ne suis pas de bonne humeur. Que peut-on en conclure? A. Je n'ai pas pris de petit déjeuner et je ne me suis pas levé après 10 heures. Non, il n'y a pas besoin de réunir les deux conditions. Une seule des deux est suffisante. B. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Non. Peut-être que j'ai pris un petit déjeuner, mais que je me suis levé trop tôt. C. Si je me suis levé après 10 heures, alors je n'ai pas pris de déjeuner. Oui, en effet. Si je me suis levé après 10 heures, ça veut dire que je ne réponds pas à cette condition-là, de cette levée tôt. Comme D bar ou T bar doit être faux, ça veut dire que doit être vrai, ça veut dire que D bar doit être vrai. Autrement dit, je n'ai pas pris de petit déjeuner. La conclusion est correcte. D, si je n'ai pas pris de petit déjeuner, alors je me suis levé après 10 heures. Bien non, c'est pas parce que j'ai pas pris de petit déjeuner que je me suis levé après 10 heures. On a dit qu'on pouvait réunir une condition comme les deux. Et enfin, si je me suis levé à 7 heures, alors j'ai pris un petit déjeuner. Bien non, parce que si je me suis levé à 7 heures, alors j'ai rempli une des conditions ici, j'ai rempli T bar. Que j'ai pris un petit déjeuner ou pas, ça ne changera pas et je serai de mauvaise humeur. La réponse, c'est donc C. Un autre exercice, toujours pour travailler sur ces implications. On nous dit, pour qu'un formulaire de demande de passeport soit accepté, il faut remplir les deux conditions suivantes. Remplir le cadre A à l'encre bleue ou le cadre B à l'encre noire, signer le cadre C et ne rien inscrire dans le cadre D, réservé à l'administration. Qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, on nous dit que pour que le formulaire soit validé, alors il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies. Donc, pour qu'un formulaire soit validé, ça implique qu'on ait rempli les conditions qui sont citées. Les conditions qui sont citées, c'est quoi? C'est soit le cadre A est rempli à l'encre bleue, ce qu'on va noter A, ou le cadre B est rempli à l'encre noire, donc A ou B, c'était la première ligne, et on avait une deuxième condition, celle de la deuxième ligne, qui était que le cadre C soit signé, qu'on va noter C, et que rien ne soit inscrit dans le cadre D, qu'on va noter D. Et nous, on ne cherche pas à savoir comment valider un formulaire, on cherche quels formulaires ne seront pas validés. Alors on va utiliser, encore une fois, nos relations. Ici, c'est la contraposée. Ça veut dire que pour qu'un formulaire, si un formulaire ne suit pas cette règle-là, c'est-à-dire s'il suit non A ou B et C et D, alors il ne sera pas validé. Ça, comment on va pouvoir le réécrire? Déjà, on va essayer de nier cet opérateur et ici, A et B, sa négation, c'est non A ou non B. Donc ici, on peut le réécrire comme ça. Et maintenant, on va nier chaque petite chose individuellement. Non A ou B, c'est non A et non B. Et non C et D, c'est non C ou non D. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Un formulaire ne sera pas accepté dans quel cas? Il faut qu'une de ces deux conditions-là soit remplie. Donc, premièrement, remplir cette première condition-là, c'est quoi? C'est cadre A non rempli en bleu et cadre B non rempli en noir.
Ou alors, deuxième cas qui permet d'annuler le formulaire, cadre C non signé. Et enfin, troisième cas qui permet d'annuler le formulaire, cadre D rempli. Dès qu'on aura une de ces trois conditions qui seront remplies, alors le formulaire sera refusé. On va revenir aux propositions pour voir lesquelles des 5 formulaires ne sera pas accepté. A. Un formulaire où le cadre C n'est pas rempli. Alors le cadre C n'est pas rempli, oui, c'est bien une cause d'invalidité. B. Un formulaire où le cadre B est rempli à l'encre verte. Alors est-ce que ça suffit à lui seul que le cadre B soit rempli à l'encre verte pour la nullité du formulaire? Non, parce que regardez, il faut que le cadre B soit non rempli en noir, mais aussi également en même temps que le cadre A soit non rempli en bleu pour annuler la demande. Donc on ne sait pas si le formulaire sera accepté ou pas. Un formulaire où les cadres C et D sont signés, oui, ça l'annule directement parce que dès qu'il y a quelque chose d'inscrit dans le cadre D, le formulaire est annulé. Un formulaire où les cadres A et B sont laissés vides, oui, ça l'annule parce que le cadre A n'est pas rempli en bleu et le cadre B n'est pas rempli en noir. Et enfin, un formulaire où les cadres A et B sont remplis en rouge, eh bien, ni l'un ni l'autre sont remplis respectivement ni en noir ni en bleu. Donc ce sera bien un formulaire qui sera annulé. Le seul qui est susceptible d'être accepté, c'est bien le B. Une fois qu'on a vu les collecteurs, on va parler des syllogismes. Autant avant on parlait de propositions qui pouvaient être vraies ou fausses, il fait beau, peut-être qu'il fait beau, peut-être qu'il fait pas beau, on ne sait pas, on va statuer sur la validité. Maintenant dans un syllogisme on va parler de propriété. Ça veut dire que ce qu'on dit dans un syllogisme, on considère que c'est forcément vrai. Et le but d'un syllogisme, ça va être de lier des propositions ensemble, d'accord, pour pouvoir tirer une conclusion. Si je dis par exemple toutes les voitures sont des berlines, toutes les berlines sont rouges, alors toutes les voitures sont rouges. Hein. C'est la logique simple, c'est de l'association d'idées, c'est de la transitivité. Bien. En fait, quand on va travailler sur un syllogisme, on va avoir 4 types de prémices possibles. Hein. Les prémices, c'est aussi l'autre nom qu'on va donner aux propriétés. 4 types, pourquoi? Parce que déjà, une prémisse, elle peut être universelle, d'accord, ou particulière. Universelle, ça veut dire qu'elle concerne tout le monde. Hein. Toutes les voitures sont rouges. Particulière, ça veut dire qu'elle concerne seulement une partie des individus. Certaines voitures sont rouges. Et maintenant, elles peuvent être positives ou négatives, d'accord? Donc on peut avoir universelle positive, toutes les voitures sont rouges, universelle négative, aucune voiture n'est rouge. On peut avoir particulière positive, certaines voitures sont rouges, ou particulière négative. Certaines voitures ne sont pas rouges, d'accord? Donc la forme qu'on va avoir ici, c'est tous sont, aucun n'est, certains sont et certains ne sont pas. Alors évidemment, on va avoir des relations entre ces différentes propositions. On va déjà avoir une relation entre universelle positive et particulière positive, la même chose pour universelle négative et particulière négative. On va avoir une relation entre universelle positive et universelle négative, une entre particulière positive et particulière négative. Et enfin, on va avoir des relations une à une, universelle positive et particulière négative, et particulière positive et universelle négative. La première relation qui va être la plus simple à comprendre, c'est celle qui unit U plus à P plus et U moins à P moins, d'accord? On va dire que P plus est subalterne à U plus et que P moins est subalterne à U moins. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Subalterne, ça veut dire que si U plus est vrai, alors P plus est nécessairement vrai. Si certaines voitures sont rouges, si toutes les voitures sont rouges, pardon, est vrai, ça veut dire que certaines voitures sont rouges, c'est forcément vrai. Ok? Si aucune voiture n'est bleue est vraie, alors certaines voitures ne sont pas bleues, c'est nécessairement vrai aussi. La relation qui unit U plus à P moins et P plus à U moins, c'est qu'elles sont contradictoires. Contradictoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'une est vraie, alors l'autre est fausse. Et si l'une est fausse, alors l'autre est vraie. Je prends un exemple tout simple. U plus, toutes les voitures sont rouges, est vrai. Alors P moins, certaines voitures ne sont pas rouges, est forcément faux.
Si maintenant j'en prends une fausse, par exemple si je dis certaines voitures sont rouges et faux, alors aucune voiture n'est rouge, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Maintenant la relation qui unit U plus à U moins. U plus et U moins sont contraires. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire contraire? Ben, tous sont rouges, aucun n'est rouge. On est bien d'accord que c'est le contraire. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que si l'une est vraie, alors l'autre est fausse. Mais attention, si l'une est fausse, ça ne veut pas forcément dire que l'autre est vraie. Pourquoi? Parce que les deux peuvent être fausses. D'accord? Si je dis toutes les voitures sont rouges, alors aucune voiture n'est rouge, c'est forcément faux. Si je dis aucune voiture n'est rouge, alors toutes les voitures sont rouges, c'est forcément faux. Mais si par exemple j'ai moitié voiture rouge, moitié voiture bleue, toutes les voitures sont rouges, c'est faux. Et aucune voiture n'est rouge, c'est faux. Le dernier lien qui nous intéresse, c'est le lien entre P plus et P moins, qui ne sont pas contraires, mais ce qu'on appelle subcontraires. Subcontraire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est l'inverse de contraire. Si on en a une qui est fausse, alors l'autre est vraie. Mais par contre, les deux peuvent être vrais à la fois. Hein? Si je dis certaines voitures sont rouges et que c'est faux, ça veut dire que certaines voitures ne sont pas rouges. Si je dis que certaines voitures ne sont pas rouges, c'est faux, ça veut dire que certaines voitures sont rouges. Mais par contre, les deux peuvent être vrais. Hein? Si j'ai, comme je disais tout à l'heure, 50% de voitures rouges, 50% de voitures bleues, alors certaines voitures sont rouges, c'est vrai, et certaines voitures ne sont pas rouges, c'est vrai également. Les prémices des syllogismes, tout ce qu'on veut, c'est qu'elles nous permettent de tirer des conclusions. D'accord? Et les conclusions qu'on va pouvoir tirer, ça dépend des prémices du syllogisme. D'accord? Si on a deux prémices universelles, on va pouvoir tirer une conclusion universelle. Si je dis que tous les animaux sont des chiens, tous les chiens sont fidèles, alors par conséquent, tous les animaux sont fidèles. Si j'ai une universelle et une particulière, je vais pouvoir tirer une conclusion particulière. Si je dis certains affables sont perfides, tous les perfides sont bannis, alors certains affables sont bannis. Enfin, si j'ai deux prémices particulières, alors je ne peux pas tirer de conclusion. Si je dis certains rois sont tyranniques, certains tyrans sont perfides, aucune conclusion. Même chose pour positive et négative. Si j'ai deux prémices positives, je vais en tirer une positive. Tous les animaux sont des chiens, tous les chiens sont fidèles, tous les animaux sont fidèles. Si j'ai maintenant une positive et une négative, je vais pouvoir en tirer une négative. Tous les affables sont hypocrites, aucun commerçant n'est hypocrite, par conséquent, aucun commerçant n'est affable. Et enfin, si j'ai deux négatives, pas de conclusion. Donc, si on propose des syllogismes, d'accord, et je vous invite à faire ceux qui sont à la fin de ce cours, vous allez voir que, en réalité, la seule chose qu'on utilise le plus souvent au tâche-mage, c'est ça. Si je prends par exemple, tous les acteurs sont professionnels, certains acteurs sont bénévoles, quelle est la conclusion? Je vous laisse regarder les propositions et réfléchir quelques secondes. C'est certains professionnels sont bénévoles. Pourquoi? Parce que je pars avec une universelle positive, une particulière positive, donc ma conclusion elle va être particulière, parce que j'ai une universelle, une particulière, et positive. Voilà, je vous en laisse 4 ou 5 en plus dans le fichier qui apparaît en bas de l'écran, comme ça vous pouvez un petit peu travailler ça, et vous allez le voir au tâche-mage le plus souvent. Nous ce qu'on va utiliser, c'est vraiment juste savoir si elles sont universelles ou particulières, et positives ou négatives. Ça va nous suffire. Pour conclure, on ne va pas avoir besoin de dessiner. Voilà pour ce cours de raisonnement fondamental. Maintenant, on va pouvoir passer aux vrais exercices, aux exercices proprement dits de raisonnement, tous les problèmes classiques, sur les calendriers, les menteurs, les problèmes d'argumentation. Vous avez les liens des autres vidéos qui apparaissent donc en bas de l'écran à cet effet. Je vous invite, bien entendu, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne Battre le Tâche-Mage sur YouTube, ou éventuellement à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous remercie à nouveau d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.